Bonjour chers élèves de première, donc on se retrouve encore une fois une France qui est enfin un peu déconfinée. Donc là je m'adresse surtout à ceux qui n'ont pas autre chose à faire aujourd'hui de plus intéressant, genre avoir des interactions sociales, revoir des amis et toutes ces activités terriblement ennuyeuses et inutiles. Non je rigole, là c'est vrai que ça nous a manqué à tous. Donc moi l'idée ça va être de continuer à essayer de vous faire avancer un petit peu sur le programme, au moins pour que vous soyez à l'aise pour l'année de terminale, puisque bon, le but principal c'est surtout que vous arriviez en terminale sans trop de retard, finalement en ayant vu l'essentiel, quoi. Bon, après, de toute façon, c'est évident que le lycée rouvrira pas avant juin et sans doute même un peu plus tard. Donc on va poursuivre sur notre lancée sur l'histoire de la Troisième République. Donc là je vais faire finalement j'ai décidé de faire mon plan en trois parties puisque bon ma deuxième partie semble un peu trop grande, ce qui va arriver à deux parties un peu plus courtes finalement. Donc l'idée cette fois-ci ça va être de voir que la République elle va s'affirmer. On avait vu qu'elle avait été menacée, contestée, qu'elle était en situation précaire. Là notre idée ça va être de voir ce triomphe finalement de la République. Là, c'est pour ça que je commence avec cette image-là, finalement, qui est donc l'image de Marianne, donc le symbole de la République française, avec le drapeau tricolore. Derrière elle, tout au fond, on a le Panthéon et le génie de la liberté. On voit qu'à côté d'elle, finalement, on retrouve la loi, la santé, donc le bien-être social. Et sur la gauche de Marianne, c'est par hasard, on trouve les députés plutôt de gauche, Victor Hugo, Gambetta. Et sur sa droite, on va trouver plutôt les députés royalistes, Thiers notamment et MacMahon dont on avait déjà parlé. C'est ça qui va être important, c'est l'idée de voir finalement que cette république-là, elle va unir la nation alors qu'à la base, c'était absolument pas gagné. Puisque ça, vous vous en souvenez, donc de cette idée d'unir la nation, c'est que autant en 1870 les républicains étaient nettement minoritaires dans les suffrages, autant en 1877 elle est très très nettement majoritaire. Vous voyez que finalement il y a assez peu de régions, dont la nôtre, hein, la Manche et le Calvados par exemple, qui restent finalement très monarchistes. La plupart des régions, notamment les régions urbaines et le Midi, sont passées très très largement finalement à la cause républicaine. Finalement, il n'y a que l'Ouest qui reste encore un petit très conservateur finalement. Donc là, à l'exception même de Brest et de Bordeaux. Mais sinon, quasiment la majorité quand même des départements sont passés à la République. Alors qu'est-ce qui a permis donc d'unir la nation? Ça va être ça notre premier objectif, donc le grand A, ça va être unir la nation. Et là, on va voir l'unité de la nation qu'elle va se faire avec les symboles. Les réalités concrètes finalement de cette unification, on le verra dans la partie B. Alors, dans un premier temps, ça va se faire notamment en mettant en avant finalement tout l'héritage révolutionnaire. Là, vous avez une peinture de 1880 de Jean Béraud, qui s'appelle La Marseillaise, qui montre finalement donc une rue pavoisée de drapeaux tricolores avec des Français unis, hommes, femmes, enfants, heureux, qui défilent finalement ensemble le 14 juillet 1780, le 14 juillet dans une ambiance de ferveur. C'est à ce moment-là qu'en fait que tous ces symboles républicains, tous ces symboles de la Révolution française, vous voyez peut-être le gamin avec un bonnet phrygien perché sur les épaules de son père, tous ces symboles, c'est à ce moment-là qu'ils vont se mettre en place. Tous ces symboles qui nous semblent finalement consubstantiels de la France d'aujourd'hui, ils ont été implantés durablement pendant la Troisième République. Que ce soit la Marseillaise, Marianne, le drapeau tricolore, finalement, tous ces symboles, la devise liberté, égalité, fraternité, ils nous viennent de cette période de la Troisième République. Ça permet finalement d'unir la nation en faisant de 1789 non plus une sorte d'épouvantail avec la terreur, mais l'époque où le peuple français s'est soulevé et a dit non à la tyrannie et à l'oppression. C'est ça qui va donner la bonne image du 1789 qui va durer finalement à peu près un siècle finalement avant qu'elle soit un petit peu remise en question, histoire d'en étudier la globalité et ce qu'on a fait, à savoir tellement les bons et les mauvais côtés. Au moment de la Troisième République, on veut donner vraiment une image qui n'est que positive. Alors ça va se faire notamment en faisant de l'histoire de France une sorte de tout. Là vous avez une image donc qui vient de la couverture d'un ouvrage sur Jeanne d'Arc.
Et je pense que vous voyez à peu près l'idée, c'est qu'on a donc les couloirs finalement passés de la France, les soldats donc du Premier Empire, de Napoléon, Jeanne d'Arc, et derrière les soldats de la Troisième République. Finalement, Jeanne d'Arc a longtemps qui a été un symbole monarchiste, ça devient effectivement un symbole républicain, un symbole d'unité de la nation, de défense du territoire, puisqu'effectivement l'armée notamment, ce sera une fonction extrêmement importante, elle va être très très mise en avant. C'est en partie ça qui va expliquer par exemple pourquoi l'affaire Dreyfus va être aussi importante. C'est parce que l'armée, on ne la remet pas trop en question, elle fait partie du projet d'unité républicaine. Et là, on voit bien l'idée, c'est qu'effectivement, donc Jeanne d'Arc est le symbole de la lutte pour l'indépendance française. Elle entraîne les soldats à sa suite. Et ce symbole-là, effectivement, il va être extrêmement dominant. Et Jeanne d'Arc, elle va être utilisée à toutes les sauces. Elle est parfois utilisée par les monarchistes pour symboliser la force de l'Église. Puisque Jeanne d'Arc, forcément, à la base, c'est une sainte de la religion catholique. Mais elle est utilisée aussi par les républicains comme symbole d'unité de la nation. Et d'ailleurs, c'est un truc qui durera extrêmement longtemps, puisque même pendant la Seconde Guerre mondiale, on aura des films allemands qui montreront Jeanne d'Arc comme finalement persécutée par les méchants anglais. Et de l'autre côté, les Anglais qui font une version de Jeanne d'Arc pour symboliser la résistance de la France face à une puissance occupante qui, dans l'optique anglaise, était donc l'Allemagne nazie, quoi. Donc ce symbole-là, il est encore utilisé par tout le monde, hein. C'est pas pour rien que finalement, le Rassemblement national organise tous les 1er mai, sauf cette fois-ci, donc une manifestation qui part de la statue de Jeanne d'Arc. C'est que ce symbole-là, c'est vraiment devenu une sorte de symbole de la France. Et c'est à ce moment-là que ça vient finalement. Alors, autre symbole qui va montrer effectivement cet attachement des Français à la République, c'est les funérailles de Victor Hugo en 1885. Victor Hugo, vous vous souvenez, on l'avait vu, c'est un député qui a été commencé comme député monarchiste et qui a finalement évolué vers le républicanisme, et le républicanisme radical, notamment dans sa lutte contre le Second Empire. Donc après la chute de Napoléon, il revient en France, donc en 1870, et il finit par décéder en 1885 à l'âge de 83 ans. Et à cette époque-là, il est immensément populaire. C'est l'homme le plus populaire de France. Il faut bien penser qu'on a une époque où, même si on commence à développer les phonographes, les sports, etc., les hommes les plus populaires, les plus connus, ça reste les écrivains. C'est une belle époque. Et donc finalement, quand Victor Hugo meurt en 1885, on va en faire un symbole d'unité de la nation. Et ça va être extrêmement réussi, puisque la majorité des publics vont décider finalement d'enterrer Victor Hugo au Panthéon. À cette occasion-là, le Panthéon deviendra finalement le musée des grands hommes de la République, et plus une église comme c'était le cas avant. Ça symbolise aussi quelque part la lutte entre la République et la religion. Et on va mettre en avant finalement une sorte de parcours à travers tous les lieux symboliques de Paris, puisqu'on le fait reposer le catafalque, le grand cercueil, sous l'Arc de Triomphe. On lui fait traverser la place des Champs-Élysées, la place de la Concorde, qui s'est appelée comme ça justement pour symboliser l'unité entre les Français, puisqu'avant elle était appelée place royale puis place de la Révolution. On le fait traverser l'esplanade des Invalides, symbole de la gloire de Louis XIV, puis de Napoléon. On lui fait traverser le boulevard de Saint-Germain et enfin on arrive au boulevard Saint-Michel et à l'inhumation dans le Panthéon. Donc ça, c'est vraiment un symbole d'unité de la nation. Cette culte des grands hommes, l'idée finalement de donner à la République une sorte de mystique finalement, avec ses symboles traditionnels finalement, sa devise, ses grands hommes. C'est une sorte de religion républicaine qui se met en place et qui va permettre d'unir la nation autour d'un idéal commun. Et ça va fonctionner notamment, évidemment, non pas simplement au niveau symbolique, mais à travers certaines mesures concrètes. Et ça, on le verra donc dans la seconde partie. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon premier jour de confinement. Profitez-en bien, je pense qu'on l'a tous mérité. Au revoir.